Alors, bonsoir à toutes et tous. Merci d'être venus ce soir. Du coup, on va commencer. Il est 19h12. On s'est donné un peu de battement. Ce soir, c'est une conférence de militantes et de militants. Donc, on n'est pas spécialement célèbre, comme vous le savez. Et c'est une conférence dont le grand intérêt va être de confronter, pour le dire très simplement, on va dire une pratique politique du communisme et une théorie, disons, assez étoffée, qui est celle de Réseau Salariat. En fait, c'est une rencontre entre le collectif qui s'appelle la Coopération intégrale du Haut-Berry et donc des membres de l'association Réseau Salariat qui représenteront cette parole-là. L'intérêt de cette conférence, c'est d'aller chercher à la fois la complémentarité, ça c'est ce qui vient tout de suite en tête, c'est quand même extrêmement intéressant de confronter une pratique du communisme sur le terrain, qui est théorisée aussi, bien sûr, qui se base sur une théorie qui est un petit peu en train de se faire sur la base de la pratique, avec un corpus qui, lui, va être plus, c'est pas de la théorie pour la théorie, bien entendu, mais qui va être quand même plus dans une activité de construction d'idées, certes à partir des conquis communistes. Donc là, je parle des théories des idées de réseau salariat, qui vont être introduites, rassurez-vous, là, si vous voyez pas trop de quoi je parle, c'est pas très grave, on va en parler. Deuxième point intéressant, c'est le point commun entre nos deux collectifs dans la vision du communisme comme quelque chose d'instituant. C'est-à-dire que le communisme, c'est pas pour demain. Il n'a pas forcément besoin de la vacance du pouvoir qui résulterait de l'insurrection. Bon, il en a besoin, mais on ne peut pas rien faire en attendant cette vacance du pouvoir. Et de toute façon, on ne doit pas rien faire. La construction d'institutions, ça prend du temps, et donc et on construit maintenant. Et les institutions par elles-mêmes aussi sont révolutionnaires et porteuses de subversion. Et le troisième élément, c'est un point de réflexion qui nous est commun et qui va être vraiment la colonne vertébrale de cette soirée. C'est notre réflexion sur l'idée de travail ou d'activité, la réappropriation de l'activité qui est au fondement de la société, qu'on peut appeler travail à réseau salariat, notamment en référence aux conquêtes ouvrières, parce que le terrain du travail, c'est un terrain de conquête ouvrière. C'est un objet de critique aussi, et c'est un objet possiblement d'émancipation, à condition de le déconstruire, de le démocratiser radicalement, de le renverser, en quelque sorte. Donc ça, ce sera la colonne vertébrale de cette soirée. Je vous dis tout de suite les trois grandes questions qu'on va traiter, et après, nos camarades vont présenter les idées de réseau salariat et les idées et la pratique de la coopération intégrale du Haut-Berry. Donc les trois grandes questions, ce sera, dans votre communisme, qui est-ce qui décide de ce qu'on produit ? La deuxième, ce sera, pourquoi les gens travailleraient ? Question très courante quand on parle de salaire à vie. Pourquoi les gens travailleraient si on est dans une démocratie radicale du travail ou de l'activité ? Et troisième grande question, ce sera un peu plus pratique, un poil plus court-termiste. Quelles sont vos perspectives d'élargissement et de mise en réseau ? Quel rôle entendent jouer vos institutions, vos collectifs, dans une démarche révolutionnaire de plus court terme ? Donc ça va être d'abord Réseau Salariat avec nos camarades Hélène et Cyprien, et ensuite nos camarades du Berry, Lulu et Pablo. J'introduis donc rapidement en gros ce qu'est Réseau Salariat, notamment pour les personnes peut-être qui ne connaissent pas ici. C'est avant tout une association d'éducation populaire qui depuis plus de 10 ans s'est emparée des travaux du sociologue et économiste Bernard Friot. Bernard qui a étudié particulièrement l'histoire de la sécurité sociale, qui a décortiqué les archives et qui, à partir de cette revisitation, a proposé l'idée du salaire à vie. Donc au sein de Réseau Salariat, nous, on s'est emparé de cette idée du salaire à vie pour déjà la vulgariser et puis la développer à d'autres secteurs de l'économie que là où on la trouve aujourd'hui, c'est-à-dire au sein de la sécurité sociale en partie. Donc ça veut dire quoi le salaire à vie au sens de Réseau Salariat et de Bernard Friot ? Ça veut dire créer un statut politique des producteurs et des productrices par l'attribution donc, d'un salaire à vie qui est inconditionnel, qui est comme le droit de vote, c'est-à-dire un droit civil à partir de la majorité civile. Donc aujourd'hui, ça serait à partir de 18 ans. Que ce salaire, il est attaché à la personne. Donc vous le recevez de vos 18 ans à votre mort. Tadam ! C'est une manière déjà d'affirmer le droit au salaire et pas juste au travail et encore moins à l'emploi. Et aussi sortir justement du chantage à l'emploi, du chantage au poste de travail et à la subordination qui va avec tout ça et qui sont les piliers de la logique de production capitaliste.
Ce statut politique des producteurs et des productrices, il est associé à une socialisation de la valeur. Donc c'est clairement une proposition de sortie du système de production capitaliste. Socialiser la valeur, c'est pour sortir le travail de l'investissement, en tout cas tel qu'il se pratique dans notre société capitaliste, donc dans la logique de profit. Et c'est aussi revenir ou élargir une autogestion des institutions, c'est-à-dire démocratiser les choix de production pour qu'on décide nous-mêmes, c'est-à-dire les travailleurs et les travailleuses et l'ensemble des citoyens, en fin de compte, et citoyennes, ce qu'on produit, pourquoi, comment. Et donc, il y a aussi une dimension qui va venir répondre aux besoins écologiques, enfin de lutte surtout contre la destruction des ressources. Et donc, remplacer la propriété lucrative par la propriété collective d'usage des outils et des moyens de production, ce qui s'expérimente déjà de manière assez locale, par exemple dans les coopératives ou dans des collectifs de travail ou de collectifs d'ailleurs tout court, moins formels. Donc l'idée générale, c'est de s'appuyer sur, ça c'est le mot à la mode à Réseau Salariat, sur le déjà là du régime général de la sécurité sociale, donc tel qu'elle a été instituée en 1946, et de le développer, ce déjà là, en mettant en sécurité sociale d'autres champs de la production, comme par exemple l'alimentation, le logement, l'énergie, l'eau, la petite enfance, mais aussi la fin de vie, la culture, d'où le séminaire actuel sur une sécurité sociale de la culture. Bref, tout ce qui nous assure à toutes et tous une vie digne et décente et une prise en main collective de ses besoins pour à terme faire de cette institution donc non capitaliste de production et de protection sociale une norme économique et de généraliser ça à l'ensemble de la production. Ça va ? Je vais m'arrêter là alors. D'abord, merci au Réseau Salariat pour l'invitation. On est très heureux d'être là. Donc, je vais vous présenter la provision commune. C'est une expérimentation d'institution révolutionnaire. D'abord, en tant que telle, c'est une expérience. Donc, c'est-à-dire qu'elle se heurte à des échecs, à des succès aussi parfois. Et je ne vais pas vous parler de ces dimensions-là aujourd'hui parce que je n'aurai pas le temps. Donc, je vais vous dérouler surtout la proposition de structure que nous on fait et comment on le vit dans notre expérience. Pour poser un petit point de contexte, la provision commune, elle a existé sous un premier format entre 2016 et 2019, et puis elle a été remontée en 2020. Elle a été remontée en 2020 dans une seconde version qui existe encore aujourd'hui. Elle se déploie sur un territoire qui est composé de 3 ou 4 communes plutôt rurales du Cher, et elle concerne actuellement 30 personnes, enfants compris. Et par le passé, elle a pu concerner de genre 3 à 50 personnes. Donc c'est à la fois un truc un peu constant, mais en même temps très labile, quoi. Elle expérimente donc à l'échelle communale, ce qui nous rend proche d'une certaine forme de communalisme qui peut être pratiquée par exemple par les zapatistes. Elle est comprise dans un ensemble qui est plus général, qui s'appelle la coopération intégrale du Haut-Berry, qui défend le développement de rapports de coopération contre des rapports de compétition généralisés qui sont ceux qu'on trouve dans le capitalisme. Cette coopération intégrale, elle marche sur 2 jambes, la lutte et l'expérimentation, parce qu'on croit fermement que l'une et l'autre ne peuvent qu'aller de pair. C'est un des aspects d'expérimentation de cette coopération intégrale. Ce que je vous propose pour cette présentation, c'est de déployer les 3 termes avec lesquels je l'ai ouverte. Donc je vais commencer par vous expliciter pourquoi on parle d'expérimentation, qu'est-ce qu'on entend par institution et pourquoi révolutionnaire. Et après, je vous présenterai plus concrètement comment ça se déploie matériellement. Donc, comme je vous l'ai dit, la provision commune est une expérimentation et en tant que telle, elle s'attache aux enjeux de lutte par 2 prises différentes. La première prise, c'est l'idée de faire exister, d'éprouver dans nos chairs, quelque part, au quotidien, des formes relationnelles plus désirables que celles qui nous sont proposées dans le monde capitaliste. En gros, faire exister quelque chose qui, à la fois, donne envie de se battre et en même temps accroisse notre puissance. Mais cette provision commune, qu'on abrège parfois sous le terme de PC, donc je vais vous dire PC jusqu'à maintenant, ce sera plus simple. C'est pas seulement un idéal à défendre qui nous donnerait une espèce de foi vers l'avenir, c'est aussi quelque chose de concret dans le présent. Et donc c'est la deuxième prise. Elle entend être un outil stratégique qui produise une marge de manœuvre matérielle dans le présent pour amoindrir notre dépendance au marché. En gros, l'idée, c'est de dire que tant qu'on dépend d'un revenu qui provient de l'extérieur pour subvenir à nos besoins, en gros, l'idée, c'est d'essayer de produire une marge de manœuvre qui nous permette d'accentuer le rapport de force avec les acteurs de la domination, Et cette marge, pour nous, elle repose sur 2 éléments. Un réseau social qui est riche, solidaire et qui est pluriel.
et une base minimale de subsistance qui est assurée. Assurée, donc garantie, et je vous expliquerai un peu plus précisément pourquoi garantie. Donc comment on peut faire pour associer cette expérience de relation désirable et la production d'une marge de manœuvre matérielle ? Notre première réponse, c'est qu'il faut faire quelque chose de solide, quelque chose de stable, sur lequel les gens puissent s'appuyer et qu'on puisse mettre face aux institutions du capitalisme. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'il arrive, même si ce n'est pas les manières les plus désirables de procéder, si on veut s'habiller, si on veut faire des enfants, si on veut penser le monde, le recours principal qu'on a, c'est celui aux institutions du capitalisme. Donc voilà, il faut faire les choses autrement, mais d'une façon solide. C'est pour ça qu'on parle d'institution. Et par institution, on entend une manière de faire collectivement partagée et qui est pérennisée dans le temps. Ça nous importe d'instituer parce que ça permet de conserver nos expériences, les transmettre, en même temps que nous appuyer sur celles de nos prédécesseurs, qui sont par exemple l'Espagne de 1936, la sécurité sociale, le buen gobierno zapatiste. Ces institutions, après, quand on n'y prend pas garde, elles peuvent très très vite devenir des espèces de produits de la nature, quelque chose d'évident, dont on oublie que c'est nous qui les avons façonnés, et on peut se retrouver quelque part aliéné, quoi. C'est pour ça que ça nous importe de parler d'institutions révolutionnaires, une institution qui inclut en elle-même les moyens de sa transformation par ses usagers. Donc une institution est révolutionnaire quand elle repose sur la conscience collective de sa nature construite. J'ai essayé de trouver des exemples d'institutions révolutionnaires, j'ai un peu galéré, donc je vais juste vous dire pourquoi l'APC essaye d'être une institution révolutionnaire. Elle l'est à nos yeux parce que c'est une manière de faire ensemble qui est partagée par un groupe de personnes depuis un certain temps, ça fait 7 ans, c'est pas non plus immense, mais c'est quand même quelque chose, et qu'elle perdure au-delà des individus qui l'ont engendrée ou des gens qui ont pu la vivre au quotidien à une certaine période. Et elle cherche à être révolutionnaire parce qu'elle essaye de protéger et de construire en son sein à la fois la possibilité d'y mettre un terme, ça a déjà existé dans notre histoire, et la possibilité de la transformer. Ces possibilités doivent être connues des personnes qui sont concernées par cette institution. Plus concrètement, je vous explique maintenant de quoi ça se compose la provision commune. Je vais le faire en essayant de mettre en avant à chaque fois un des lieux, un des espaces dans lesquels la vie productive et la vie politique se mélangent et un des outils qu'on utilise. Donc je vais essayer de mettre ces choses-là en regard à chaque fois. Dans la provision commune, on fait provision en commun du fruit des activités qu'on fait ensemble, les uns pour les autres. Quand on contribue à la provision commune, on est mandaté par les autres contributeurs et contributrices sur une activité et ça nous ouvre un accès aux fruits de la contribution des autres. Cette contribution peut être de plein de natures différentes. Aujourd'hui, on a des mandats sur du bois de chauffage, sur du pain, sur de la lessive et du savon, sur l'accueil et l'accompagnement au sein de la provision commune elle-même, sur des outils numériques. On a pas mal d'autres choses aussi, je ne sais pas si je fais la liste en entier, mais voilà. Cette provision commune, elle est constituée par ces choses-là qu'on se met en commun. C'est le fruit de groupes d'activités qui sont autonomes et qui partagent un certain nombre de manières de faire qui ont été définies collectivement dans ce qu'on appelle une boussole politique et qui sont tenus, ces groupes-là, les uns les autres, par des mandats. Et ces mandats ont vocation à clarifier collectivement l'engagement de chaque groupe vis-à-vis des autres. Ça permet de savoir ce qu'on se donne et sur quoi on peut compter. Chaque groupe définit en son sein une référente ou un référent qui doit changer régulièrement. Et les référents de chaque groupe se retrouvent tous les 2 mois dans ce qu'on appelle une commission de coordination. Donc c'est un moment de partage et d'échange, de réflexion entre les groupes, où chaque groupe d'activité peut soutenir les autres dans l'effort qu'ils manifestent pour remplir leur mandat. C'est un moment de coopération, quoi. Dans le mode de fonctionnement capitaliste, les activités de production sont quelque part extraites du reste de la vie. Elles sont séparées de la vie démocratique, de la vie sociale, de la vie esthétique, ou en tout cas, tous les domaines de l'existence sont subordonnés à l'activité de production. Dans la provision commune, ce qu'on essaye de faire, c'est de subordonner l'activité de production à l'activité sociale et démocratique. Et un des moments qui décrit le mieux cette tentative-là et cet essai, c'est le moment où un groupe d'activités est mandaté par l'Assemblée des contributrices. Et donc, je vais essayer de vous expliquer comment ça se passe. Tous les contributeurs et les contributrices se retrouvent une fois par saison pour une assemblée trimestrielle et une fois par an pour une assemblée annuelle. Dans les assemblées trimestrielles, on mandate les nouveaux groupes et on peut révoquer techniquement, même si ça n'a pas encore été fait jusqu'ici, les groupes qui n'auraient pas rempli leur mandat. C'est aussi un moment où on travaille ensemble aux aspects transversaux. C'est des moments qui sont très importants parce que ça permet de faire évoluer l'institution. Quand il y a un problème qui va se manifester pour l'ensemble des groupes d'activité,
Ça peut être comment est-ce qu'on prend nos décisions ensemble, par exemple, comment est-ce qu'on intègre les enfants à l'intérieur de nos activités ou ce genre de choses-là. Il y a des groupes de travail qui sont montés et des solutions qui sont proposées, qui sont ensuite mises en œuvre si elles sont validées par tout le monde, quoi. Et ensuite, il y a l'assemblée annuelle, qui est une assemblée de bilan et de projection, où on planifie ce qu'on se donne comme objectif collectif pour l'année suivante. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on mandate un groupe d'activités en assemblée ? Bon, alors évidemment, on commence par se demander si on a besoin du produit de l'activité de ce groupe-là. Mais plus fondamentalement, il y a autre chose qui se passe parce qu'on s'interroge sur la compatibilité de cette activité avec les bases fondamentales de la provision commune. Je vais vous exposer 2 des bases qui sont assez centrales pour nous. La première, c'est la rejoignabilité et le deuxième, c'est la garantie. En tant que tentative d'institution, la provision commune entend être ouverte à toutes et à tous. Ça ne peut pas être affinitaire. Au niveau des mandats, ça revient à se demander, est-ce que le groupe fait le nécessaire pour que quiconque puisse rejoindre son activité ? Ça paraît assez anodin comme ça, mais chacun et chacune a des conditions d'existence et d'activité qui sont assez différentes. Tous les corps ne sont pas les mêmes, tous les agendas ne sont pas les mêmes, toutes les conditions matérielles ne sont pas les mêmes. Et donc, comment est-ce que le groupe conscientise ça et s'arrange pour ne pas faire primer un mode d'activité sur les autres, qui généralement est le mode des adultes valides, avec une force physique assez développée, parfois avec une culture politique ou quoi. Quand on mandate un groupe, on se pose la question de quels sont les outils qui ont été mis en place par ce groupe pour être rejoint par le plus grand nombre de personnes possible qui le désiraient. Ça, c'est un des critères. Il y en a d'autres sur la rejoignabilité. Il y a aussi la transmission du savoir, etc. Mais je ne vais pas m'appesantir dessus. Le deuxième point, c'est la garantie. Est-ce que ce groupe-là peut être assez solide pour que les contributeurs et les contributrices de la provision commune qui vont avoir accès aux produits de leur activité puissent s'appuyer dessus ? L'idée, c'est que chaque contributeur et contributrice puisse avoir la certitude qu'en moyenne, ils n'auront pas besoin d'avoir recours à leur seule force productive, c'est-à-dire à leur capacité individuelle de vendre leur force de travail, pour subvenir à ce besoin précis que le groupe propose de prendre en charge. Le fait d'être mandaté dans un groupe d'activité, c'est ce qui ouvre au contributeur ou à la contributrice un droit d'accès à la garantie qui est apportée par les autres, donc un accès à la provision commune. Et ce rapport de garantie mutuelle, il incarne pour nous le geste de reconnaissance de notre interdépendance commune. Dans le capitalisme, l'activité de production et exploitation, elle crée des concurrents, elle nourrit de l'indifférence. Et dans la provision commune, on essaye de reconnaître qu'on dépend les uns des autres, au même titre qu'on dépend des autres vivants autour de nous ou du monde auquel on appartient tous. Et le lieu où cette expérience-là d'interdépendance s'éprouve peut-être le plus, c'est le 4e espace de la provision commune, qui est le marché communard, ce qu'on appelle le marché communard. C'est plutôt un non-marché. Il a lieu 1 fois par semaine. C'est un moment convivial où on distribue les fruits des différents groupes d'activités, où on accueille les personnes qui sont de passage et où on essaie d'expliquer ce qu'on veut faire. Les fruits des activités qui peuvent l'être, parce que toutes les activités n'ont pas des produits matériels. Bon, la compta, on ne la fait pas au marché communard. Mais les fruits des activités qui peuvent l'être sont distribués à ce moment-là. Le pain, la lessive, le savon, les légumes, l'affûtage des couteaux, peut-être un jour de nouveau la bière, les plantes. Et donc toute personne qui est mandatée dans la provision commune ou qui est en cours d'intégration peut avoir accès aux fruits de la provision commune à prix coûtant. C'est très important pour nous, cette notion de prix coûtant. On l'a préféré à la notion de prix libre parce qu'il nous permet de visualiser les attaches qui demeurent entre nous et le système du capitalisme. Pour vous donner un exemple très concret, aujourd'hui, une miche de pain dans la provision commune de 800 grammes, du pain au levain au four à bois, c'est à 2 € dans la provision commune. Et cette somme, elle représente le sel, la farine, l'essence pour aller chercher la farine et le bois pour faire le feu. Ce prix, il est le produit du fait que le prix du bois a baissé lui-même parce qu'il est produit par la provision commune. Et quand on achète le bois, on ne paye que l'essence pour aller jusqu'au bois, le droit d'accès au bois, etc. Vous voyez, ça fait un effet de filière. Et il sera prochainement abaissé encore par la contribution d'un groupe céréales qui produira du blé et peut-être, si jamais il y a des gens qui ont envie de le faire, d'un groupe meunerie qui moudra ce blé. Ça peut aller assez... Enfin voilà, ça peut faire des trucs cool. Tout ça pour vous dire que le prix coûtant est pour nous très important. C'est pas seulement une raison économique, c'est pas seulement pour subvenir, mais c'est vraiment pour se rendre compte de la tâche qu'on a encore. Qu'est-ce qu'on doit encore payer au capitalisme ?
Pour synthétiser tout ça, dans la provision commune, on se garantit mutuellement l'accès à un panier de subsistance commun dont la production résulte de rapports sociaux de coopération qui visent à réduire notre dépendance au marché et qui tentent de nous aider à passer de chacun selon ses moyens à chacun selon ses besoins. Merci beaucoup Lucie pour cette présentation très précise et très synthétique. J'imagine que pour toutes les personnes qui ne connaissent pas bien la provision commune, et elles sont nombreuses, il y a des choses à éclaircir. Je vous propose qu'on les éclaircisse dans le fil de la discussion. Et après, à la fin, la fin, ce ne sera pas la toute fin. On a prévu environ 45 bonnes minutes pour les questions. On aura 45 bonnes minutes pour discuter tous et toutes ensemble et préciser des choses. Je vais passer à la première grande question commune aux deux collectifs. Dans votre communisme, dans le communisme que vous pratiquez, que vous défendez, que vous projetez dans l'avenir, qui est-ce qui décide de ce qu'on produit ? Je propose que Réseau Salariat commence. Alors moi, je fais juste une mini-introduction et après, je laisse parler Cyprien. La proposition du salaire à vie, elle s'inscrit vraiment dans l'histoire des conquêtes sociales. Que le mot salaire, tel qu'il est arrêté aujourd'hui, rebute encore beaucoup d'oreilles parce que, évidemment, qui dit salaire aujourd'hui dit subordination, perte d'autonomie, exploitation, éventuellement asservissement, notamment aux employeurs et au capital. Et que la proposition, c'est de poursuivre cette conquête du salaire au-delà de la subordination. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, en guise d'introduction à qui produit, de rappeler, ce qu'a fait plus ou moins aussi Lucie, qu'aujourd'hui, la définition de ce qu'on pourrait appeler la valeur économique, elle est privatisée par le patronat et les actionnaires qui décident qu'est-ce qui a une valeur économique et décident aussi des choix de production. Et donc, évidemment, la proposition, c'est d'aller contre ça et de proposer un autre système, de se réapproprier à la fois la définition de la valeur économique et les choix de production. Et je passe la parole à Cyprien. Tadam ! Aujourd'hui, quand on veut parler de ce qu'on considère comme du communisme et qui décide dans ce cadre-là, on étudie les institutions qui existent déjà, le déjà-là communiste dans notre société. On le fait en se mettant en quelque sorte à regarder ce qui a été conquis par le passé par les travailleurs et les travailleuses. On peut distinguer 3 étapes pour la notion de salaire, par exemple, ce qui explique aussi pourquoi on continue beaucoup à utiliser ce mot. C'est-à-dire fin du 19e siècle, il y avait le travail en salaire à la tâche. On était rémunérés juste pour le travail effectué à un moment donné. Ensuite, il y a les conquêtes de travailleurs et travailleuses qui ont abouti à une institution du salaire au poste. En gros, deuxième façon de considérer le salaire. Puis après la deuxième moitié du XXe siècle, après la Seconde Guerre mondiale, si on veut situer précisément, il y a eu l'institution de ce qu'on appelle le salaire à la qualification, avec notamment la fonction publique. Et ces 3 idées du salaire qui se succèdent dans leur apparition par les conquêtes des travailleurs et des travailleuses peuvent aussi vivre conjointement et parfois aussi prendre plus ou moins d'importance en fonction des luttes des travailleurs et des travailleuses, mais aussi de leurs adversaires. Par exemple, aujourd'hui, on a un gros retour au salaire à la tâche avec, par exemple, l'ubérisation. Ça, je pense que tout le monde voit à peu près de quoi on parle. C'est ce qu'on voit aujourd'hui en termes de salaire. Nous, en termes de salaire communiste, on voit ce qui existe dans la fonction publique, aussi dans le régime général de la sécurité sociale. On peut en parler sous 2 aspects. Le premier aspect, c'est le droit au salaire et le droit aux soins qu'on obtient quand on utilise notre carte vitale. C'est du salaire qu'on a socialisé et qu'on a ensuite reporté sur nos dépenses de soins. Ça, c'est le premier aspect du régime général de la sécurité sociale, c'est ce droit au salaire. Et le deuxième aspect, c'est la décision démocratique, la gestion en commun des ressources allouées à cette sécurité sociale. Ces 2 points très importants pour nous, c'est cette question du déjà-là communisme dans notre société, à la fois le droit au salaire dans le domaine de la santé et la gestion collective par les travailleurs et les travailleuses. Juste pour revenir sur cette notion de régime général de la sécurité sociale, peut-être quand même de rappeler qu'au moment de sa création et pendant, une grosse quinzaine d'années, le fonctionnement, pas sur tous les points, mais c'était quand même une caisse unique, indépendante de l'État, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui,
financé donc par la cotisation et uniquement par la cotisation interprofessionnelle du secteur privé, du commerce et de l'industrie, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui, hein. Et qu'on parle de droit au salaire parce que ce soit ce qu'on appelle aujourd'hui les allocations ou la retraite, etc., étaient conçus comme une continuité de salaire, notamment en cas d'impossibilité d'emploi pour des raisons de santé, de famille, de vieillesse, d'accident, etc. Et que cette caisse, elle était gérée par les travailleurs et les travailleuses elles-mêmes. C'est au sens là aussi où on veut s'appuyer sur ce modèle pour démocratiser les choix de production et reprendre la main sur ces choix et ces modalités de choix aussi, hein. C'était des représentants élus des travailleurs et des travailleuses. Ça, c'est la partie, entre guillemets, droit au salaire et mode de décision. Mais il y a aussi ce qu'on appelle aujourd'hui l'investissement, qui est complètement, de la même manière, l'investissement capitaliste. Il passe par le système emprunt-dette, par le système bancaire notamment, ou en tout cas de la propriété lucrative. Alors que dans l'histoire de la sécurité sociale, notamment la création des hôpitaux, donc des bâtiments, des hôpitaux publics, a été financée de manière absolument majoritaire par la cotisation, c'est-à-dire par cette caisse indépendante de l'État, gérée par la socialisation d'une partie de la valeur et autogérée par les travailleurs et les travailleuses. Donc l'idée dans Réseau Salariat, c'est de s'appuyer sur ce modèle de l'origine ou de la création de la sécurité sociale pour le développer. Donc concrètement, de la même manière que pour la santé, c'est recréer un réseau de caisses, un maillage du territoire, affecter les ressources à l'échelon approprié, avec des caisses qui seraient administrées par une sorte de conseil, avec des représentants et des représentantes élus des travailleuses du secteur concerné, par exemple, mais aussi des citoyens, des citoyennes tirés au sort, pourquoi pas des chercheurs et des chercheuses, des élus locaux, selon l'échelon du maillage, des représentantes aussi élues des travailleurs et des travailleuses hors secteur. Donc là, c'est notre ami Franck qui ne cesse de nous le rappeler, puisque les caisses de santé n'étaient pas gérées par les soignants uniquement. Elles étaient gérées par l'ensemble des travailleurs et des travailleuses. Et s'appuyer aussi, pour passer de l'entrepreneuriat capitaliste à l'entrepreneuriat communiste, s'appuyer sur ce modèle du conventionnement qu'on a dans la santé, en tout cas qu'on a eu et qui a été bien dévoyé, avec une politique tarifaire comme pour les libéraux, ouvrir à d'autres critères aussi de conventionnement qui vont être écologiques, qui vont être aussi de lutte contre les rapports sociaux de domination, donc antisexistes, antiracistes, etc. Pas être dans le petit viseur de la tradition classiste qui prétend tout résoudre à elle seule, et trouver une articulation entre l'autonomie et l'autogestion des collectifs de travail qui peuvent être d'un individu à plusieurs centaines de personnes, avec donc cette articulation, une forme de planification nationale, c'est-à-dire les besoins transversaux qui vont concerner l'ensemble de la société. Évidemment, au jour d'aujourd'hui, ça demande un énorme rapport de force, hein. On est un peu en contraire de nos chers politiques qui ont complètement pillé, saccagé, démantelé tout ce système de la sécurité sociale, hein. Bon, je ne vous redis pas la dernière réforme chômage qui a été la pire, mais la réforme retraite aussi, qui est vraiment une catastrophe. Donc aussi dans cette perspective-là d'énormes affrontements, on est en train de réfléchir à un moyen terme et un long terme. Un moyen terme qui serait de petit à petit gagner sur des champs de production, donc mettre en sécurité sociale de plus en plus de champs de production. Quand je dis ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est sécurité sociale de l'alimentation, de la petite enfance, de l'eau, du logement, etc., etc. Il y a une proposition qui est en train vraiment de grossir et il y a un collectif qui s'est monté avec évidemment d'autres acteurs et actrices que Réseau Salariat, qui est la sécurité sociale de l'alimentation. Alors j'ai le temps de dire 2 mots là-dessus ou c'est un peu juste ? Un peu après, on y reviendra. Tadam ! Du coup, merci beaucoup. Donc là, avec Réseau Salariat, on a vu que la colonne vertébrale de notre communisme, c'est le modèle de la sécurité sociale. D'ailleurs, on n'a pas tellement parlé de salaire à vie. Enfin, vous n'avez pas tellement parlé de salaire à vie. C'est tout à fait lié, hein, et si c'est pas très clair pour vous, on pourra en reparler. Mais là, on a beaucoup plus parlé de la démocratie avec ce modèle de caisse qui ont été et qui seraient davantage gérés démocratiquement. Je laisse la parole maintenant à Pablo pour répondre à cette question du côté de la CIB, Coopération intégrale du Haut-Berry,
Qui est-ce qui décide de ce qu'on produit dans votre communisme ? Alors, pour nous, ce qui est important de commencer à dire, c'est que produire, c'est pas neutre. On a imaginé à un moment donné faire une liste de besoins objectifs qu'on pourrait définir comme ça à l'avance pour chaque personne, mais en fait, ça marche pas trop comme ça. Et donc, ce qu'on produit dans la provision commune, ça dépend pas mal de qui il y a dedans et dans quel territoire ça se fait. Pour nous, la provision commune, c'est l'occasion de redéfinir justement nos besoins sans repartir forcément des besoins tels qu'ils sont définis dans le capitalisme. Même sans parler juste des crèmes anti-rides, je veux dire, même la nourriture, on va pas forcément remplacer une marchandise nourriture par une nourriture communiste de manière comme ça calquée. Pour vous donner un exemple un peu con, mais enfin, je pense qu'il est pas mal. Si vous organisez un événement public, par exemple, et que vous dites venez, la bouffe, ça se fera en auberge espagnole, et que ça veut dire que la préparation des repas elle repose sur de l'activité privée, en général plutôt prise par les femmes, pour ce cas-là. Alors que s'il y a un groupe formalisé qui prépare des repas communs, ça amène ce qu'on appelle chez nous la socialisation de la charge mentale, et donc un autre type de relation sociale. Et donc s'il y a un groupe qui arrive en assemblée générale et qui dit nous on propose de faire des repas communs pour tous les événements publics, on va trouver ça pertinent, pas que parce que ça va répondre à un besoin immédiat de manger, mais parce que ça induit un autre type de société, quoi. On va se demander en gros le type de lien social qu'on veut, le type d'organisation, le type de rythme qu'on veut, le type d'environnement aussi dont on a envie de prendre soin. Et c'est à partir de là qu'on va essayer, évidemment. Tout ce que je vous dis, c'est quand même plutôt des objectifs. Et qu'on va essayer de dire qu'est-ce qu'on produit à ce moment-là et comment surtout. Comment arrive une proposition de production ? Alors, Lucie l'a déjà pas mal dit, donc je vais juste donner un cas d'usage. Moi, par exemple, je suis dans le groupe, on fait du savon, lessive et trucs comme ça. Imaginons, nous on était le premier groupe de la PC, donc on s'est même pas présenté en AG, mais imaginons que j'étais pas le premier groupe, et donc on a envie de proposer ça, de destiner ça au panier commun, et à ce moment-là, il y a le groupe d'accueil de la provision commune qui va voir avec nous, c'est quoi les modalités de votre activité, votre organisation, votre rythme, quels moyens vous allez mettre en œuvre, je sais pas, en termes de locaux, de temps, etc. Et à partir de critères qui ont été établis collectivement, on va un peu se poser ensemble plein de questions pour déterminer comment produire. On va se demander quelle est la dépendance de ce groupe d'activité à des moyens de production privés, personnels, quoi. On va se demander est-ce que cette activité, elle repose par ailleurs sur une activité marchande ? En gros, est-ce que je suis savonnier à côté et que du coup ça va me prendre tout mon temps et que le jour où mon entreprise fait faillite, il n'y a plus de moyens de production, par exemple. On va se demander quel type de relation écologique ça crée ou ça transforme. On va se demander est-ce que l'organisation du groupe rend le groupe pérenne ou est-ce que dans 2 semaines ça va se casser la gueule, tout ça. Pour vous donner aussi un autre cas de problématique un peu qu'il y a eu, imaginons il y a le groupe céramiste par exemple qui propose de faire de la vaisselle en terre. On a plusieurs critères, mais il y a un critère qui va être, un de nos objectifs, ça va être de dire on veut réduire le besoin d'argent. Il se trouve que dans les recycleries du coin, il y a de la vaisselle certes plutôt moche, industrielle, standardisée, mais pas chère et pas loin. On va se dire du coup cette proposition elle répond pas à la réduction du besoin d'argent. Par contre, elle répond au développement d'une culture esthétique, à la transmission de savoir-faire artisanaux et locaux. Ça fait qu'on a de la vaisselle quand même faite par les camarades chez soi ou dans nos lieux collectifs, et ça fait quand même pas mal sens. Donc selon si c'est l'inflation ou pas, selon nos portefeuilles, on va décider différemment. Un autre exemple, ça va être donc le groupe bois de chauffage ou le groupe de réparation des outils en métal. On va les mandater en AG parce que oui, c'est un besoin social super important. Par contre, vos tronçonneuses, tous vos outils, ils sont perso, donc si vous les cassez, c'est ballot pour vous. Et puis, si vous partez, il n'y a plus d'activité, tout ça. Donc, on vous mandate. Par contre, il y a un point de vigilance, une priorité, c'est le plus vite possible d'acquérir des moyens de production communs. Donc voilà, il y a un projet d'achat de fendeuse à 2 000 €, par exemple. Ah oui, j'ai dit besoin social. Qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Donc, c'est qu'en gros, l'AG, elle se demande, donc l'Assemblée des contributeurs et contributrices de l'APC, elle se demande, est-ce que c'est un besoin social ? Donc, c'est pas forcément l'addition de besoins personnels. Par exemple, s'il y a un groupe qui propose de faire de la garde d'enfants, que moi, j'ai pas d'enfants, c'est pas pour ça que je vais pas voter pour le groupe, quoi. Et donc, si on se dit, ça, c'est un besoin social, ce que vous proposez, on délivre un mandat, comme Lucie en a pas mal parlé. Et c'est ce mandat qui est un peu la reconnaissance collective de la responsabilité du groupe d'activité de dire on sera là dans l'avenir, et ça permet à chacun d'avoir conscience les uns dans les autres. Et ça permet à chacun d'avoir conscience aussi dans l'avenir et de se dire je peux compter sur ça, j'aurai plus jamais besoin d'acheter mon pain, j'aurai plus jamais besoin de faire ma compta moi-même, j'en sais rien si on fait de la compta. Donc je vais peut-être pouvoir à terme avoir moins besoin de travail marchand, quoi. Après, c'est là où ça fait un écho avec le salaire à vie. C'est que nous, on a bien conscience que ce début de revenu d'existence en nature qu'on développe, il n'est pas inconditionnel au sens, il faut
faire partie de la provision commune, il faut contribuer d'une manière ou d'une autre pour que l'institution elle vive et donc pour pouvoir bénéficier des fruits de cette institution-là. Sauf que je vous donne un exemple de est-ce qu'on pourrait faire autrement. Si on faisait un service de distribution de pain à prix coûtant en disant c'est ouvert à tout le monde, c'est ouvert à tous les gens du village qui veulent, sauf que actuellement les boulangers ils font 30 kilos de pain à peu près par semaine, s'il y a 15, 50 ou 200 personnes qui se présentent à la distribution du pain, ça veut dire que concrètement le pain est garanti pour personne en particulier. Donc si on a envie de garantir le pain, ça veut dire qu'il faut forcément qu'il y ait une sphère de bénéficiaires qui soit un peu circonscrite, délimitée, ou alors il faut recruter un max de contributeurs pour augmenter la production. Voilà. En fait, j'ai fini. Voilà. Pour cette question. Alors, merci beaucoup. Deuxième question commune. Elle porte sur la motivation pour travailler dans un sens, pour contribuer à l'activité. Mais disons que ces deux choses convergent. Du côté du Berry, on a une organisation du travail qui, par sa taille, arrive à mettre dans une relation étroite le besoin social et les personnes qui en bénéficient. La question de la motivation reste pertinente, notamment si on se projette sur une échelle un peu plus grande. Et pour le salaire à vie, la question, c'est un peu la tarte à la crème. À chaque fois qu'on parle de salaire à vie, on demande pourquoi les gens travailleraient s'ils ont un salaire garanti. Je propose que mes camarades de Réseau Salariat commencent et les camarades du Berry poursuivront. Pour reprendre ce qu'a dit Sébastien juste tout à l'heure à la fin de la présentation de ce qu'on considère être du communisme aujourd'hui et dans quelles conditions on travaille de manière communiste, le salaire à vie, c'est effectivement la même chose que le troisième aspect du salaire que j'ai présenté, le salaire à la qualification, qui est une évolution des luttes des travailleurs et des travailleuses que j'avais présenté en 3 parties, salaire à la tâche, salaire au poste, salaire à la qualification. Ce qu'on appelle salaire à vie, c'est le salaire à la qualification. Alors, pourquoi les gens travailleraient ? Pourquoi pas, déjà ? J'ai envie de dire. Cette question est assez... Alors, il y a une réponse qui est un peu laconique. Enfin, un peu... Non, c'est pas le bon mot, mais bon, vous m'aurez compris. C'est de dire, mais en fait, est-ce que les gens ne travaillent que dans l'emploi et dans la fonction publique ? C'est-à-dire, en fait, ça nous interroge et nous interpelle sur ce qu'on définit comme étant travail. Et ça rejoint ce que je partageais sur la réquisition, la confiscation ou la privatisation de la définition de la valeur et des choix de production. Est-ce que, alors ça relance plein de débats, évidemment, tout le monde ne va pas être d'accord, mais est-ce que le travail domestique est un travail ? Est-ce que le travail syndical est un travail ? Est-ce que le travail associatif est un travail ? Est-ce que les retraités EES qui s'occupent à la fois, qui interviennent dans tous les domaines que je viens de dire, travaillent ? Donc, la question, elle n'est pas tellement de pourquoi on travaillerait, c'est qu'est-ce qu'on va reconnaître collectivement comme travail. Alors déjà, un rebond avec ce qu'ont dit les camarades du Berry, c'est que qu'on ait envie ou qu'on n'ait pas envie, on ne peut pas échapper à l'interdépendance. Le fantasme de l'autonomie individuelle, voilà, on peut, croyez-y si vous voulez, mais voilà. Donc, on n'est autonome que par sa conscience de son interdépendance. Et ça, c'est valable socialement et collectivement. Donc, c'est s'appuyer sur cet postulat premier. Et ensuite, aujourd'hui, on voit que c'est pas que les gens ne travailleraient pas, c'est que tout d'un coup, on libérerait le travail. Je dis ça parce qu'il y a plein d'endroits où, il y a plein de collectifs ou de personnes, enfin, quand je dis collectif, c'est collectif de travail, donc qui travaillent, qui produisent, qui font des choses, même si elles ne sont pas reconnues par la définition actuelle de la valeur économique, et que si on les soutenait à la fois dans leurs moyens de production, dans le feu vert et leur garantie de salaire, il y aurait une libération de ces possibilités-là. Et quand je dis ça, c'est pas juste... je sais pas, moi je viens de la culture, le nombre de collectifs qui travaillent déjà, mais qui, tout d'un coup, s'ils avaient à la fois la garantie de salaire et l'accès aux moyens de production, il y aurait... on ne cesse de nous dire développer des actions de territoire, mais on coupe tous les budgets et vous n'avez pas accès aux moyens de production. Donc, en fait, la question, elle est un peu capitaliste, en fait, j'ai envie de dire. Ça, c'est la première chose. Ensuite, dans la proposition d'une sorte de cycle vertueux, de subvention communiste, c'est-à-dire subvention, production, socialisation, qui repermet subvention, socialisation, production, etc., ça va permettre qu'il y ait une grande partie de l'activité actuelle qui est gratuite ou quasi gratuite, ou sous-payée, de s'épanouir en fait, d'avoir les moyens de faire ce qu'ils ont à faire. Et qu'une fois qu'on a posé ce cadre du salaire à vie, évidemment, il y a plusieurs questions
qui reste ouverte. Alors, on était très fiers de notre question quand on a préparé cette intervention. C'est quelles institutions vont nous permettre de nous responsabiliser collectivement pour produire sans le capitalisme. C'est-à-dire, en gros, comment on se partage, en tous les cas, les tâches de maintenance de la société, c'est-à-dire ce dont on a tous besoin, à des niveaux individuels différents, mais socialement, en tant que groupe. Et donc, ça implique, c'était l'introduction, le travail qui est dit actuellement non productif. Et ça rejoint la manière d'expérimenter ça du collectif du Haut-Berry, de dire, prendre en charge des cantines collectives, c'est pas des cantines, des repas collectifs, pris en charge par un mandat, c'est aussi prendre en charge, par exemple, la charge mentale. C'est aussi pour ça qu'on réfléchit, par exemple, à une sécurité sociale de la petite enfance. Non pas que ça résoudrait tout, mais ça ferait quand même avancer un tout petit peu le schmilblick. Peut-être aussi juste comme petit pont, dans tout ce qui est travail dit gratuit ou quasi gratuit actuel. Je vous renvoie un tout petit peu à Maud Simonet, Travail gratuit, nouvelle exploitation, point d'interrogation. C'est un tout petit bouquin qui est vraiment super. Il y a le travail d'éducation politique et citoyenne, d'autant plus si on prétend à démocratiser les choix de production et l'organisation du travail. Mais il y a aussi les contributions aux réseaux sociaux, en travail gratuit ou semi-gratuit, les services civiques, ou le travail qui est réalisé, par exemple, dans le cadre de la conditionnabilité des allocations. Et donc, la question, en fait, qui va aussi définir les modes d'organisation, de conventionnement, de critères, etc., de la production au sens large, c'est comment créer une institution ou des institutions qui nous permettent de prendre conscience de cette interdépendance, c'est dur à dire, et de la prendre à bras-le-corps collectivement. Tu veux enchaîner ? Et donc juste pour repréciser ce qu'a dit Hélène, ce qui est très important, c'est de comprendre de se poser la question aujourd'hui de pourquoi on travaillerait dans un système, on va dire, communiste. C'est déjà, on peut changer le mot travail et dire comme pourquoi les gens contribueraient à la société et pourquoi est-ce que des gens, la société ne s'effondrerait pas sous le coup des gens qui n'en foutraient pas une, entre guillemets, quoi. C'est comme ça qu'en général on me formule la question. C'est qu'aujourd'hui, notre société telle qu'elle est conçue, avec même une activité, on va dire, sous un régime communiste de sécurité sociale, rien qu'aujourd'hui, on ne se rend pas compte à quel point on repose sur le travail, ou du moins sur l'activité des gens qui sont sous un régime, on va dire, de salaire inconditionnel. Pour les retraités, par exemple, on dit les retraités s'appuient sur les gens, les actifs qui sont en temps de travail contraint, et sans eux, les retraités vivraient pas très longtemps. Mais en fait, l'inverse est vrai aussi. La société ne tiendrait pas si les retraités ne s'occupaient pas de plein de choses qu'on attribuait avant à soit des domestiques, soit les femmes aussi, tout simplement, tout ce qui est charge de la petite enfance. Donc voilà, juste pour préciser ça, que ça existe déjà, et c'est très très important, beaucoup plus que ce qu'on croit. Et je rajouterais l'exemple qui nous avait fait un peu marrer, c'est-à-dire qu'on se disait aussi dans le travail gratuit ou semi-gratuit et qui porte notamment nos démocraties, si on enlevait pratiquement tous les maires de France, qui sont pour la plupart, ou en tout cas une grande majorité, des hommes à la retraite, quelques femmes aussi, notre démocratie, elle en prendrait un sacré coup. Donc en fait, il y a plein d'exemples et plein d'endroits qui sont des espaces de prise en charge. Alors là, c'est pas forcément le choix de production, mais en fait, il y a déjà plein d'endroits dans notre société où en fait juste le travail n'est pas reconnu en termes productifs, mais existe. Et donc c'est pas c'est pas le salaire qui va détruire ça, me semble-t-il. Alors, en fait, vous avez presque tout dit. C'est pas drôle, mais c'est bien, on va être court pour une fois. Je répète tout ce qui a été dit, je le fais pas du coup, voilà, c'est dit. Sur les constats qu'en gros, toute l'activité non marchande qui est déjà super importante dans la société, sur laquelle repose le capitalisme, ça veut dire qu'il y a plein de choses que les gens font, auxquelles les gens œuvrent, qui sont pas payées, qui sont pas reconnues comme du travail. Et donc ça veut dire que ce qui nous motive, c'est peut-être un peu le sens de ce qu'on fait, et puis le lien social, en gros, pour le dire vite. La provision commune, elle joue là-dessus.
au sens où l'activité de production, chez nous, c'est aussi un moment de sociabilité. Tous les moments de distribution des fruits de la provision commune, les marchés communards, c'est aussi un moment de convivialité. En gros, il y a plein de moments, alors moi maintenant qu'on n'a plus de lieu commun, mais ça va revenir, il y a plein de moments, en gros, on se rencontre, on fait des choses similaires, on travaille sur des terrains communs, etc. Et où, en gros, on se voit, on se reconnaît, et on partage énormément de choses, et ce lien social, ça nous tient, forcément. Un truc qui, du coup, nous porte aussi, nous intéresse, c'est, quand je parle de lien social, c'est pas au sens, ou pas strictement au sens affinitaire. C'est-à-dire que la provision commune, ce que ça permet, c'est là où c'est aussi une institution, c'est qu'on ne s'organise pas qu'avec des potes. Et il y a des gens dans la provision commune qu'on n'aime pas forcément, je dirais pas lesquels. Non, je déconne. Mais, et aussi, peut-être que, ça je sais pas, vous nous direz, que ça permet d'être un peu moins salauds les uns envers les autres, au sens où, vu qu'on est interdépendants, qu'on a un peu besoin les uns des autres, ça nous amène peut-être à faire un peu plus attention, quoi. Ce lien social, ça nous tient, comme je disais. Pour synthétiser, une des motivations principales, je pense, pour que les gens contribuent dans nos pratiques communistes, c'est le désir de participer à des relations d'interdépendance, mais qui soient consenties, ou qui en tout cas soient pas contraintes au sens de la subordination patronale. L'autre aspect important, c'est un peu l'aspect, j'ai envie d'appeler ça la motivation politique ou démocratique, c'est qu'en gros, dans le capitalisme, en tout cas dans l'emploi, même dans une partie du public aujourd'hui, tu réponds à des offres d'emploi. Tout est déjà calibré, l'organisation, les conditions de travail, les rythmes. Évidemment, tu décides absolument pas de ce que tu produis et de comment. Alors que dans la provision commune, l'objectif, l'idée quand même, c'est que tu décides avec d'autres, évidemment, de qu'est-ce qu'on produit et comment, et tu possèdes avec d'autres aussi ton outil de travail, les moyens de production, quoi. Ça aussi, ça nous semble un des trucs forts qui fait que ça donne envie, on va dire, de se lever le matin. C'est de se dire, je contribue à ce à quoi je contribue. Si vous suivez, ce que je fais grandir, ce que j'entretiens, ce que je maintiens, c'est aussi quelque chose que j'ai participé à créer, pas forcément au sens de l'origine, mais à monter, quoi. Mais il y a un revers de la médaille à ça, qui a la provision commune, mais qu'il y aurait peut-être aussi dans un monde du salaire à vie. Il y a peut-être moins de subordination patronale, mais il y a plus de contrôle social, horizontal, quoi. Je pense aussi que les membres de la provision commune cherchent à travers cette activité de la reconnaissance, c'est normal. Sauf que du coup, ce contrôle social et ce besoin de reconnaissance, il amène à des choses comme le sentiment d'exclusion quand on a l'impression de ne pas en faire assez, par exemple, ou à l'inverse, des risques de burn-out quand on en fait trop, entre guillemets. Et ça, pour nous, c'est pas à négliger. Et après, est-ce que c'est évitable ou pas, ces dynamiques de contrôle social ? C'est pas sûr. Mais la question, c'est est-ce qu'on pourrait y mettre des garde-fous, on va dire ? Et ça, on a encore du boulot. On attend vos conseils. Et voilà. Merci beaucoup. La dernière question, c'est la question de la stratégie, plutôt sur du court terme ou du moyen terme. Quelles sont les perspectives d'élargissement ? Quelles sont les perspectives de mise en réseau de vos collectifs respectifs ? Et j'ajoute une petite sous-question pour Réseau Salariat, puisqu'on ne l'a pas traité plus tôt. Si vous voulez nous dire deux mots aussi de la sécurité sociale de l'alimentation, qui est un des gros projets de Réseau Salariat. Du coup, je vais être assez concis. De toute façon, ce qui est plus intéressant dans la partie perspective, c'est, je pense, l'échange, que ce soit avec le public, mais aussi entre nous, parce que rien n'est forcément fixé dans le marbre. Donc à Réseau Salariat, on est une asso d'éducation populaire, donc la plupart du temps, ce qu'on va avoir tendance à voir comme perspective d'élargissement, c'est élargir, on va dire, dans l'information, l'éducation des milieux militants et plus largement aussi. Donc travailler à l'éducation, à l'information pour transmettre des connaissances sur ce déjà-là communiste. Donc ça, c'est perspective d'élargissement, c'est qu'on se rende compte collectivement de plus en plus nombreux de tout ce dont on bénéficie déjà comme déjà là, et du coup, comment on pourrait l'étendre mécaniquement, quoi. Donc on arrive comme ça à grossir petit à petit, à attirer du monde. Et les trois perspectives qu'on peut à peu près tracer, c'est comment est-ce qu'on arrive dans nos réflexions à élargir à un public militant qui est socialement divers. Donc à la fois les personnes qui sont intéressées aux travaux de Bernard Friot, tout simplement, qui vont être proches d'un milieu universitaire ou de la classe moyenne.
Mais il faut aussi du coup un aller-retour, parce que nous à Réseau Salariat, ce qu'on fait, c'est regarder les conquis des travailleurs et des travailleuses. Il faut aussi du coup que les travailleurs et les travailleuses soient partie prenante et qu'on soit nous à l'école de ce qu'a fait la classe ouvrière par le passé et ce qu'elle fait encore aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier enjeu qu'on peut distinguer. Le deuxième enjeu, c'est à quel point est-ce que ce serait utile que, au-delà des travailleurs et des travailleuses, on consacre du temps à parler à des gens qui sont déjà dans des institutions capitalistes et parlementaires pour essayer de faire émerger dans ces institutions-là non seulement une conscience du déjà là, pour qu'ils, nos représentants, on va dire, de gauche, évitent de raconter sans arrêt des conneries et reprendre les mots des capitalistes. Donc quel effort on consacre à ça, et surtout au-delà de faire émerger un discours, une compréhension de ce qu'est le déjà là communiste, qu'est-ce qu'on co-construit avec eux pour faire émerger des propositions à une échelle, on va dire, parlementaire, étatique. Donc ça, c'est une deuxième idée de nos perspectives. Et le troisième enjeu, ça va être quelle place on arrive à prendre dans les luttes syndicales, qui sont le cœur à l'origine des études de Réseau Salariat, c'est-à-dire que tous les conquis qu'on a eus, principalement, c'était en partie le résultat de luttes syndicales, le fruit de luttes syndicales. Donc comment est-ce qu'on arrive à réactualiser notre collectif militant avec les luttes syndicales d'aujourd'hui, et comment est-ce qu'on arrive à réactualiser les luttes syndicales d'aujourd'hui avec les idées qu'on développe à Réseau Salariat. Je vais résumer pas mal par rapport à ce qu'on s'était dit dans le groupe de préparation du texte. Pour faire vite, en 3 minutes, on a listé plusieurs idées, plusieurs propositions, et en sachant que la plupart sont assez balbutiantes dans leur mise en œuvre, et très peu sont vraiment consensuelles. On a plutôt une perspective dans la provision commune, c'est de respecter la pluralité et de pas homogénéiser tout ça, mais d'essayer de faire coopérer les choses, quoi. Donc, première proposition. Oui, c'était le fait de, dans un territoire donné, donc nous c'est le Cher, dans le centre, ce serait d'aller voir des initiatives qui travaillent isolément. Ici, un garage associatif, ici, un service de garde d'enfants, ici, un jardin partagé, ici, un groupe qui prépare des repas solidaires ou que sais-je, et de leur proposer de rentrer en relation sur le mode de la provision commune, donc un mode de, comme on vous a expliqué, de coopération, de complémentarité. Le problème, c'est que les gens ne sont pas forcément habitués à ce type de lien, ils ne voient pas forcément l'intérêt de cet échelon supérieur. Et puis surtout, souvent, ils n'ont pas le temps. Ils sont la tête dans le guidon de leur propre asso et tout. Et donc, voilà. Deuxième truc, deuxième proposition, pardon. C'est mettre en lien les provisions communes déjà existantes dans le pays pour imaginer des services mutualisés ou voire des filières de production à plus grande échelle, enfin à des échelles géographiques plus vastes. Le problème de ça, c'est que ça s'adresse plutôt du coup à des personnes déjà un peu convaincues, politisées, vu qu'elles font partie de ces provisions communes souvent. Donc ça limite la portée sociale, en sachant qu'il y a au moins 3 provisions communes en préparation ou qui existent sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, vers Lyon et sur la montagne Limousine. Troisième proposition, aller amener ces pratiques de solidarité, de provision commune dans des confédérations type syndicat, comme la CGT par exemple, en amenant dans les formations qu'ils dispensent, dans les fédérations nationales ou les unions locales, amener ces pratiques-là, notamment dans le comité privé d'emploi précaire, en gros chômeurs, On pense que c'est des pratiques qui peuvent pas mal parler, On avait reçu le secrétaire général de ce comité-là, c'était très intéressant. Je passe vite. Éventuellement un bureau national d'accueil, donc en gros qui centraliserait les institutions révolutionnaires de tout le pays et qui pourrait être contacté par des gens qui sont isolés et leur proposer des solutions en termes de lien social, de subsistance, de logement, qui seraient un peu hors du marché. Voilà. Il m'en reste plus que 2 petites. Lutter pour la réduction du temps de travail et une garantie économique générale. Donc ça, c'est le terme salaire à vie que Lordon a pris. Qui en gros laisserait du temps aux personnes pour expérimenter des pratiques de solidarité et pourquoi pas de la provision commune. Et enfin, faire en sorte que nos espaces d'expérimentation soient des bases arrières pour des luttes plus frontales, comme la lutte contre les projets d'aménagement ou d'infrastructure, ou puisse être un soutien matériel et logistique pour des grèves. Et la petite phrase de conclusion, c'est que l'enjeu, en gros, c'est de ne pas devenir un oasis pour bobos et de plutôt être un point de ralliement pour lutter ensemble contre le capitalisme, mais à partir de lieux où on puisse prendre soin les uns des autres. Je me permets de rebondir parce que
Pablo, tu as parlé en dernier qu'un des objectifs, c'est la réduction du temps de travail assortie d'une garantie économique. Je pense que c'est le moment de dire peut-être quelques mots sur notre projet de sécurité sociale de l'alimentation, qui quand même vise la même chose. Alors, je vais essayer de faire court et clair. Donc, la proposition de sécurité sociale de l'alimentation, donc c'est une sécurité sociale sectorielle, au même titre que la santé. Ça décalque en fait dans le sens où c'est pas juste qu'est-ce que je mange, c'est toute la chaîne de production, donc des matières premières, la transformation, la distribution, les collectivités et aussi votre panier individuel de courses. Donc l'idée, c'est de, comme pour dans la santé, d'avoir une sorte de carte vitale de l'alimentation. Alors pour le moment, c'est pas fixé, mais on parle de 200 à 400 euros par mois. De définir les critères de production, de transformation, de distribution. Donc il y a une idée de relocalisation, il y a une idée de circuit court, quand c'est possible. Ça ouvre aussi une toute petite fenêtre sur l'import-export et comment on modifie ces relations-là. L'idée, c'est donc de la même manière que dans la santé, d'avoir un certain nombre de travailleurs et de travailleuses de la sécurité sociale de l'alimentation qui auraient un salaire à vie pour, en plus de transformer ce système de production et de sortir de l'agroalimentaire capitaliste, aussi affronter notamment la misère et la précarité grandissante, et particulièrement dans l'alimentation, non pas par la voie humanitaire, mais par la voie égalitaire, comme un droit pour tout un chacune. Pour les travailleurs et les travailleuses de la sécurité sociale, donc c'est la même chose, c'est réduire ou soulager complètement la pression à trouver un emploi. Donc cette caisse serait donc financée notamment par une cotisation, comme pour le reste de la sécu de la santé. Le nombre d'heures serait grandement diminué. Donc en fait, l'idée, ça serait déjà d'évaluer les besoins généraux, de comprendre les besoins humains qu'il y a derrière ça en termes de production, de diminuer drastiquement le nombre d'heures dites obligatoires. Donc en fait, venant de la culture, je vais faire le parallèle, ce serait de créer une forme d'intermittence des travailleurs et travailleuses de l'alimentation. On pourrait même aller en discutant, je disais, nous dans l'intermittence, on doit faire 507 heures pour accéder à notre droit au salaire, puisque le chômage est un droit au salaire. 507 heures, juste historiquement, c'est quand on est passé à la semaine de 39 heures, c'était 13 semaines à 39 heures, c'est-à-dire 3 mois qui étaient les conditions générales d'accès au chômage. Donc déjà aujourd'hui, on pourrait le baisser à 35 heures. Et puis on pourrait même imaginer avoir un seuil plus bas, puisque l'idée, c'est pas de continuer à faire 35 heures par semaine, mais moins, mais probablement qu'on aura besoin de plus de bras. Donc il va y avoir création de valeur et de travail. Sur la décalque de la santé, de la même manière, il y aurait un conventionnement, donc des unités de production avec des caisses démocratiques pour superviser déjà la transition agroécologique et favoriser la copropriété d'usage, la forme coopérative, par exemple, autre déjà là. Et petite distinction, parce qu'évidemment, aujourd'hui, quand on dit sécurité sociale, comme le projet initial et la structuration initiale de cette institution a été bien entamée, l'impôt y joue une énorme part et donc on entend étatisation en fait du système alimentaire. Ce n'est pas le but, c'est vraiment une gestion par les travailleurs et les travailleuses de toute la filière alimentaire, une démocratisation et une réappropriation de cette production qui serait mise en sécurité sociale. Ça va ? Le champ de vision est à peu près clair, le paysage ? C'est comme ça, on laisse sinon on n'aura pas beaucoup de temps pour échanger. Merci beaucoup. Nickel, même pas besoin de se lever. Petite question pour la coopérative. Donc, de ce que j'ai cru comprendre, il y a une volonté de sortir du marché. C'est ça, de la logique de marché de services et de biens. Et je me demandais quelle était la différence avec Réseau Salariat, parce qu'il ne me semble pas que Réseau Salariat, par exemple, abolisse le marché de biens et de services. Et une question liée, vous disiez que, par exemple, la miche de pain, elle coûtait 2 € parce qu'il fallait payer l'essence extérieure. Donc, en supposant qu'il n'y a plus de lien avec l'extérieur ou qu'il y a un fonctionnement mondial ou national, du coup, la miche de pain coûterait 0. Et du coup,
quel est le rapport avec la monnaie? Est-ce que la monnaie continue d'exister dans votre modèle? Et voilà, je pense que c'est pas mal. Merci, bonjour. Moi, j'avais une question aussi sur la coopérative, donc ça tombe bien. Donc, chacun contribue à des besoins qui auront été validés en assemblée générale. Et comment ça se passe pour les faibles, les vieux, les invalides, qui ne peuvent pas contribuer? Moi, c'est pas vraiment une question. C'était pour rebondir sur ce qu'a dit le monsieur sur l'argent, là. Justement, en 1936, en Espagne, ils avaient évacué l'argent d'une partie de l'économie. Et c'est ce qu'ont fait aussi les zapatistes. Les élus, les profs, les médecins, les coopératrices sont payés 0. Hein, mais tout ce qui est produit est partagé. Ouais, je vais commencer par le plus facile sur la question des personnes qui ne sont pas en mesure de contribuer. Ça a pu se poser dans notre expérience pour des personnes qui sont en situation de maladie ou pour des enfants qui sont trop petits ou pour des enfants qui n'ont pas envie ou pas... en vrai, dans la première provision commune, il y avait une intégration des enfants qui était beaucoup plus importante. C'était beaucoup plus facile pour eux de participer, de contribuer, d'apprendre des trucs et tout. Là, dans la deuxième, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a moins d'enfants aussi et du coup, on a moins pris ça en charge. Par contre, ça arrive qu'il y ait des situations de maladie où les personnes, en fait, comme elles sont mandatées, elles continuent à percevoir leur droit à la contribution. Pour l'instant, l'accord qu'on a trouvé entre nous là-dessus, c'est qu'à partir du moment où on est mandaté, on a droit à sa part, quoi. Donc ça, c'est pour cette dimension-là. Les enfants ne payent pas. Oui, les enfants ne payent pas. En fait, ça dépend ce qu'on appelle la contribution. L'idée, c'est de dire qu'il y a une partie de la contribution qui peut être du travail d'ordre... Du coup, j'ai envie de faire la même réponse que ce que racontait le réseau salariat tout à l'heure. Les personnes qui ne sont pas en mesure physique de prendre en charge des trucs, ils font des trucs. Ils font toujours des trucs. Et ces trucs, c'est toujours quelque chose d'important pour le reste du collectif. La question, c'est pas d'être productif. Enfin, en fait, on a besoin de chacun, c'est tout. Alors après, la question sur la monnaie. Je pense qu'on est un collectif assez disparate. Déjà, dire qu'on a un collectif, il y a des gens à qui ça fait bizarre. On n'est pas passé par la théorie. On passe par l'expérience, on passe par l'expérimentation. Le jour où on n'aura plus besoin d'argent pour avoir du pain, on va pas mettre de l'argent. Si on a besoin, on l'utilise. Si on n'a pas besoin, on l'utilise pas. C'est pas hyper bandant ce que je suis en train de dire parce que il y a pas une grande théorie en mode genre on abolit la monnaie. Il y a des courants différents, il y a des situations différentes. Et en vrai, au stade où on en est, pour l'instant, l'argent pour nous, ça représente pas tant un épouvantail ou un concept théorique que juste un truc très concret de nous dans nos vies. Comment on fait pour s'en sortir, comment on fait pour se soutenir les uns les autres. Et du coup, la question de l'argent, elle se pose plus sur le fait d'essayer d'en utiliser le moins possible, quoi. Et la question, elle est juste là pour l'instant pour nous. Juste court sur l'histoire du marché, c'est que quand même, d'une certaine façon, on a aboli le marché, dans la toute petite mesure de qui on est, des échanges qu'on fait ou quoi, mais comme on disait, cette part de 2 € dans la miche de pain, c'est ce qui reste de marché dans le pain. Toute l'autre part, c'est la part communiste du pain, quoi. Et il n'y a pas de marché au sens où le besoin a été décidé démocratiquement. On pourrait appeler ça une forme de planification, même si c'est pas une planification au sens vous allez nous produire tant, au sens vraiment rationné, mais il y a une forme de planification politique, donc en ça, c'est pas le marché qui régule le besoin, quoi. Je fais vite, mais voilà. Non, je me disais peut-être juste de rebondir sur cette histoire de monnaie. En ce moment, il y a un débat au sein de Réseau Salariat, donc qui se construit sur ce déjà-là de la cotisation sociale, pour en fait se passer de la cotisation sociale en disant que finalement, les moyens de production, derrière tout outil ou moyen de production, il y a déjà du travail pour produire ce moyen de production et que tout est salaire. L'endroit d'action décisif, ça serait de récupérer la main sur la création monétaire pour décider des besoins et donc d'un budget global qui ensuite irriguerait non pas l'investissement en soi, puisque l'investissement, c'est une production à chaque fois, et donc c'est du salaire. Pardon, je prends les exemples de moi d'où je viens. Donc moi, je suis comédienne, j'ai besoin d'un théâtre pour travailler. Le théâtre, il aura été construit par des gens, c'est mon outil de production, mais c'est pas un investissement. C'est-à-dire que si les gens ont déjà leur salaire, ils vont construire un théâtre, et que c'est pas un rapport à l'investissement de la production, c'est un rapport au besoin global humain du travail pour permettre l'activité et la production, et que donc tout est salaire. Le salaire précède tout.
Donc ça, c'est juste pour faire un petit pont sur ces questions monétaires. C'est un débat, hein. Je ne dis pas que ça va être comme ça. C'est une proposition du groupe thématique économie actuellement, dans Réseau Salariat. On va reprendre 3 questions. Du coup, d'abord une femme. On va suivre notre règle de parité. Ensuite un homme, ensuite une femme. Et nos intervenantes et intervenants répondront. Alors, je pense qu'il y a un enjeu théorique important à toutes les questions qui se sont posées, notamment celle pourquoi dans une société communiste les gens continueraient de travailler. C'est sur la définition du travail, justement. Alors, donc là, je m'adresse aux représentants des 2 associations. Est-ce que vous pouvez développer une définition la plus rigoureuse et précise possible du concept de travail, qu'on se serve de ça pour continuer ensuite plus loin dans la discussion? Bonsoir. Moi, j'avais des questions un peu plus pratiques. Je me demandais quel temps, en fait, ça vous prend de participer à cette coopérative. Est-ce que vous avez une activité salariée à côté ou est-ce qu'en fait, vous êtes complètement dans la coopérative? Et aussi, donc, il y a beaucoup de comités qui se réunissent donc, pour décider de ce que vous faites. Ça, pareil, à quel point ça vous prend un temps important de vie, quoi. Et je voulais rajouter une autre question, c'est vous avez dit que vous étiez qu'une 30aine dedans, donc comment vous gérez la pénurie? Vous avez dit que vous voulez faire un certain nombre de choses et vous décidez collectivement de quoi faire. Mais donc à 30, j'imagine que vous ne pouvez pas faire tout ce que vous aimeriez faire, donc comment vous avez choisi quel mandat vous faisiez et lesquels vous laissiez de côté? Bonsoir, moi c'est vrai que c'est très brillant en tant que modèle réduit dans une société un peu imaginaire ou idéale. Mais je ne vois pas comment contourner les contraintes idéologiques, économiques, sociales, sécuritaires. Comment ça va se passer exactement pour les gens qui vont arriver dans votre village imaginaire, votre île? Ça me fait penser un peu au jeu de l'île d'Albertini, je crois. Ça s'appelle le jeu de l'île. On a imaginé des gens sur différentes îles qui vont produire à partir de rien en exploitant les ressources naturelles de leur île et avoir des échanges ou alors se déclarer la guerre. Comment ça va se passer chez vous si demain je veux venir? Ça suppose des prérequis, ça suppose un antécédent social, économique. Je ne pense pas que j'arrive comme ça, qu'on m'ouvre la porte, venez, soyez le bienvenu. Ou qu'est-ce que j'en fais de ce que j'avais avant ou pas? Est-ce que je suis SDF? Est-ce que je suis retraité, rentier, je ne sais pas quoi? Tout ça, je pense que ce sont des problèmes qui doivent être posés. Et comment on va assurer, pas pour nous seulement, mais aussi pour nos enfants qui sont peut-être en âge d'adolescents, préadolescents, comment vont-ils se développer ou avoir un projet concret dans ce village-là ou en restant en commun avec les sociétés? J'ai entendu parler de projets un peu comme ça qui ont existé après les années 60, 68. Ça s'appelle les Comanions, quelque chose comme ça. Ça existait en Suisse, en Allemagne, dans le sud de la France et en Espagne. Et jusqu'aux années de 2000, 2000 et quelques, je sais que ça existait encore. Moi, je suis allé dans un village à eux, en Suisse, où j'ai visité une ferme, où ils vivaient comme ça un petit peu. Et ça posait des problèmes, des gens qui vivaient en couple, dont l'un était dans la ferme et l'autre, par exemple, allait travailler en ville. Pouf, pouf. Si ça vous embête pas, je vais commencer par répondre à la dernière question, qui est une question très brûlante chez nous, sur plein d'aspects différents. À la fois parce qu'il nous importe énormément de ne pas être une île, et on s'est construit beaucoup contre ça. Dans un certain aspect, on peut effectivement ressembler à ça, mais ce qui peut permettre de comprendre pourquoi on ne l'est pas quelque part, c'est que du point de vue où on est ici, c'est assez facile de se représenter, je veux dire là, à la Bourse du Travail, les gens qu'on est ici, c'est assez facile de se représenter un petit village du Cher avec des gens qui font des expériences, tout ça. En fait, c'est un endroit où il y a des gens qui habitent. C'est pas une zone vierge où il y aurait des colons qui auraient débarqué. Ça peut le devenir, ça peut l'être. Et donc en fait, cette expérience-là, parce qu'on est tous arrivés à un moment donné ou à un autre à cet endroit-là. Il y a des gens qui y ont grandi, sont repartis, sont revenus. Il y a des gens qui n'ont jamais grandi là, mais qui sont revenus, enfin qui sont venus quand même. Enfin, notre collectif, il est marqué par ça. Et l'institution qu'on produit, elle est le fruit de ces parcours-là, y compris de la vie qu'on a eue avant, comme vous dites, ou la vie qu'on va avoir après, parce que parfois, c'est un passage. Je ne sais pas comment dire plus. Peut-être Pablo, tu veux... Ouais. Je crois qu'il y a un quiproquo dans le fait que peut-être que monsieur pense que c'est
Viens dire les trucs, Abel. Oui, j'ai l'impression que là, dans la dernière question, il y avait un quiproquo sur le fait que ça n'avait pas été précisé que la coopération intégrale n'est pas une communauté et que l'imaginaire qui arrive souvent dans ces types de formes de vie, on veut dire, c'est des modes de vie communautaires où les gens vivent sur un terrain tous ensemble et font tout ensemble. Là, ce qui était précisé au début, c'est que c'est une trentaine de personnes sur plusieurs communes, mais chaque fois, c'est des communes de 400, 500, 600 habitants. C'est dilué au milieu de tout ça, au milieu de la vie classique, on va dire. La question de comment quelqu'un arrive et qui se retrouve, il n'y a pas vraiment de dedans ou d'extérieur en fait. Il y a les questions de voisinage qui se posent à peu près partout. La question c'est comment, dans ce voisinage-là, on se rend compte et on commence à mettre en coopération nos pratiques et puis comment ensuite une personne peut, de manière active, rejoindre les institutions avec les manières qui ont été formalisées. Il n'y a pas un moment donné, on se retrouve sur une île isolée du monde dans laquelle on ne serait plus en contact avec le monde extérieur. Cette réalité n'existe pas là-bas en tout cas. Je vais répondre de manière super courte aux deux autres. Sur le temps, c'est très variable. Je dirais que ça va de personnes qui doivent contribuer à hauteur d'une demi-journée par mois à des personnes qui doivent donner 5 jours par semaine à la provision commune ou à la coopération intégrale plus généralement. Et sur l'histoire de boulot, de qui fait quoi, il y a pas mal de gens qui alternent emploi, chômage. Il y a pas mal de boulots saisonniers, de trucs comme ça. Moi, je m'en suis sorti parce que j'étais doctorant. Enfin non, j'avais du chômage, en fait, j'étais plus vraiment doctorant. Il y a pas mal d'auto-entrepreneurs. C'est une des limites de notre institution, c'est que elle est actuellement plus adaptée. Il y a des personnes qui sont à temps plein, qui sont profs à côté, ou que sais-je. Mais c'est quand même plus adapté à des personnes qui peuvent choisir leurs horaires, quoi. Donc, que ce soit auto-entrepreneurs, soit saisonniers, soit à temps partiel. Et autre truc, il y a quand même, je pense, une surreprésentation de personnes politisées et aussi de personnes qui ont pu arriver avec capital, par exemple, je sais pas, un héritage, une maison qu'elles ont vendue ailleurs, de l'épargne ou du chômage, enfin voilà, des trucs comme ça. Donc ça, c'est aussi un truc qui fait que le recrutement, on a conscience de ça et pas toujours... Enfin, c'est une des limites, quoi. La pénurie. Ah oui. Les gens, ils arrivent avec une proposition de mandat. Pour l'instant, on n'a pas fait le truc de « on voudrait faire ça, qui veut le faire ?» Là, c'est plutôt, les gens, ils ont une envie, un talent, je sais pas quoi, où ils se disent, tiens, ça va être vraiment un besoin important de tout le monde, je vais amener ça. Ça permet d'être à peu près ajusté à nos moyens, même si évidemment, il y a, comme je disais, des proto-burnout, Enfin, voilà, je sais pas si je réponds bien. Ouais, à peu près, bon. Sur le travail, on a l'habitude chez nous, c'est inspiré d'un courant qui s'appelle la critique de la valeur. En gros, on a l'habitude de distinguer travail et contribution. Il y a un truc très général qu'on pourrait appeler l'activité sociale productrice. Et au sein de ça, il y a le travail, qui est la forme capitaliste d'activité sociale productrice. Mais il y aurait d'autres formes d'activité sociale productrice, notamment une forme communiste que serait la contribution. Le travail, donc, c'est une forme historiquement située qui s'est propagée dans la société jusqu'à coloniser à peu près toute nos vies. Et voilà. Donc nous, on serait complètement contre appeler les activités domestiques, l'éducation des enfants, du travail, parce que pour nous, ce serait coloniser avec une catégorie du capitalisme la totalité de notre vie. Et nous, c'est exactement l'inverse qu'on veut faire. On voudrait que tout ce qu'on considère actuellement comme n'étant pas du travail, que ce soit ça qui soit généralisé dans toute la société. Alors, une définition rigoureuse et précise du travail. Merci. Je vous invite tous à y réfléchir. Moi, je ne serais pas capable de donner, pour le moment, au nom de Réseau Salariat, une définition rigoureuse et précise. En revanche, j'entends 3 choses. Quand on dit travail, on mélange l'institution, donc le travail abstrait, et le travail concret, l'organisation. Donc j'ai l'impression que ça pose une question à cet endroit-là. Et ensuite, pour me référer à Bertrand Bonny, qui était un membre de Réseau Salariat, qui disait que finalement, tout collectif de travail au sens d'une activité qui va être nécessaire ou qui peut être prise en charge collectivement par la société, a une dimension, est-ce qu'elle peut être externalisée ou pas, est-ce qu'elle peut être prise en charge par d'autres ou pas, est-ce que ça peut tourner et est-ce qu'elle répond à une nécessité collective. Mais j'ai bien conscience que, disant ça, ce n'est pas rigoureux et précis. J'entends complètement l'inscription historique du mot « travail ». Peut-être qu'il y a un mot à inventer, je ne sais pas, aussi. C'est-à-dire ce qu'on appellerait, pour le moment avec les mots capitalistes, le travail communiste.
Moi, j'ai du mal immédiatement sur une réaction juste à chaud, le côté contribution, parce que ça fait penser aux impôts. Je ne répondrai pas plus. Après, je suppose que tu avais d'autres questions derrière ça, si on avait été capable d'avoir une définition rigoureuse et précise. Ce n'est pas le cas tout à fait. Mais après, s'il y a des gens parmi vous qui veulent préciser ça, j'ai un peu envie de dire, venez donc y réfléchir concrètement, rigoureusement et précisément avec nous, parce que c'est aussi à ça qu'on travaille, à Réseau Salariat. Donc on a quelques questions qui ont été soumises à l'écrit. Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué. Je vais commencer par les questions coopératives. Combien êtes-vous ? Comment se passe la mise à l'échelle ? Est-ce que vous limitez volontairement la taille du groupe pour garantir cette garantie dont vous parlez ? Votre activité récente de rester greffée au système capitaliste pour acquérir ce que vous ne produisez pas directement, dans une perspective d'abolition du capitalisme, comment ce système peut tenir ? Comment intégrez-vous les exigences de la division du travail ? La grande question. Sur combien on est ? On a toujours plein de débats. On avait fait une présentation à Montreuil, je me rappelle. Bref, c'est moi qui tiens à jour la liste des personnes mandatées dans la provision commune. Il y a, en comptant les personnes qui sont en train d'intégrer un groupe, il y a 26 adultes contributeurs et il y a 12 enfants. Voilà. Ça, c'est pour la provision commune. C'est ce qu'on vous a décrit le plus, qui est le truc le plus institué, le plus formalisé, le plus... voilà. Et après, il y a la coopération intégrale. Non pas coopérative, mais bon, on s'en fout. On s'en fout pas, pardon, mais parce que bon... Oui, c'est vrai que ça crée des erreurs. Oui, ce n'est pas une coopérative, ce n'est pas une entreprise. Coopération, c'est un type de relation sociale qu'on met en œuvre entre nous. C'est même pas une association au sens association de droit, quoi. Et donc la coopération intégrale, qui est donc le truc plus large, on va dire. Je sais pas, par exemple, il y a un atelier vélo, il y avait le café, resto, épicerie, la chorale militante. Enfin, en gros, il y a plein de trucs qui sont pas dans la provision commune, mais qui sont dans la coopération intégrale. Et on dit aussi parfois que l'école Montessori, pas loin, à Lièvre, c'est relativement informel qui est dedans, qui est pas dedans. Et là, c'est à peu près une cinquantaine, soixantaine de personnes. Comptant les enfants, tout ça, mais je pense au moins une grosse soixantaine en vrai. Mais du coup, avec des types d'engagement plus ou moins forts, en sachant qu'il n'y a pas d'institution formalisée qui s'appelle coopération intégrale, que c'est plus une sorte d'idée qui nous porte. Voilà. Je pense que sur la question de la division ce qu'il faut voir, c'est que la provision commune est une institution qui est hyper vivante. Vivante au sens où, genre, ça bouge, quoi. Ce qui est assez difficile à comprendre quand on en parle comme ça, là, maintenant, c'est qu'ici, on a un peu l'impression qu'il y a un modèle, quoi. Il y a une fiche, une recette. On a prévu que ça se passerait comme ça. On a eu des débats, on s'est dit, oh, la division du travail, comment on fait ? Bon, bah, on va faire comme ça. En fait, non. C'est du quotidien, c'est de la subsistance et de l'interdépendance sensible, avec des gens qui ont soit de la formation politique, soit pas de formation politique, soit une arrivée récente. Tout ça est extrêmement multiple. Il y a des principes qui nous guident et qui sont généralement la possibilité de transmettre les savoirs d'un côté, communiser au maximum de l'autre côté, tout ce qui est de l'ordre des problèmes, on va dire. Je sais pas quoi dire de plus, en fait. C'est... Vas-y. Sur la division du travail, je pense que ce vers quoi on va tend à des complexités techniques beaucoup moindres. On défend par exemple les low-tech. On est plusieurs à bosser sur l'informatique, à se poser beaucoup de questions sur la place du numérique dans nos alternatives. Et si le capitalisme se casse la gueule, en fait, il y a aussi beaucoup de choses qu'on n'utiliserait effectivement plus. On arrêterait d'avoir des ordinateurs, on risque de diminuer beaucoup de choses en complexité. On fera pas de bagnole, on fera du vélo. On est aussi sur des échelles de temps qui sont pas comparables en fait à celles que ce monde nous impose. Je pense qu'il y a une complexité qui est à réévaluer et qui pose une division du travail beaucoup moindre que celle à laquelle on est habitué. Donc on va passer aux questions réseau salarial. 2 questions très rapides. Est-ce qu'on pourrait clarifier la différence entre salaire à la qualification et salaire au poste ? Et est-ce qu'on a une volonté de mieux communiquer sur les réseaux sociaux ? On parle de salaire à la qualification au poste pour les emplois un peu classiques où on est embauché dans une entreprise pour occuper un poste justement d'ingénieur, de technicien, d'aide de ménage, n'importe quoi. Et on arrête d'avoir un salaire versé par l'entreprise lorsqu'on quitte l'entreprise. Donc ça, c'est quand on quitte le poste dans l'entreprise.
Donc ça, c'est quand on a un salaire à la qualification au poste dans une entreprise et est apparu le salaire à la qualification personnelle qui va décorréler le salaire du poste que tu vas occuper. C'est-à-dire quel que soit ton poste et quelle que soit ta présence ou pas dans le marché de l'emploi capitaliste, tu reçois un salaire inconditionnel. Par exemple, le chômage, c'est une forme du salaire inconditionnel qui permet de se libérer de la pression qu'on a à forcément occuper un poste pour avoir un salaire. La retraite, c'est un salaire à la personne. C'est-à-dire c'est la personne qui la détient. Elle n'a plus de poste de travail. Sa retraite est à vie. Il y a plein d'exemples d'endroits où le salaire est déjà attaché à la personne. On parlait tout à l'heure des perspectives, et c'est une des perspectives de revendiquer le droit au salaire et de revendiquer le chômage comme caisse de salaire réelle, en tout cas déjà là d'une caisse de salaire. Entre deux emplois, quand on est au chômage, on a la continuité de salaire. Sauf que ce salaire, il n'est pas attaché à un poste de travail, il est attaché à la personne. Je suis vraiment très rapide. Qualification personnelle, ça veut juste dire que c'est pas le poste qui détermine le salaire. Dans la fonction publique, on a une progression de carrière qui n'est pas liée à notre poste, qui est liée à notre catégorie. Vous voyez, on a des indices, et puis on va d'indice en indice, et ce, jusqu'à la retraite. En réalité, vous avez absolument raison, on n'est pas du tout aussi libre que ça. Dire salaire à vie dans la fonction publique, c'est assez problématique parce qu'il n'y a pas du tout d'émancipation vis-à-vis de l'employeur. Et voilà, on reste très très cadré et très très subordonné. Sur la question des réseaux sociaux, rapidement, est-ce qu'on a une volonté de mieux communiquer ? Oui, alors en ce qui concerne Réseau Salariat, il y a un site internet, on a une chaîne YouTube avec beaucoup de vidéos, on a une chaîne podcast, on a quand même un Facebook. Les groupes locaux développent ce qu'ils veulent. Le groupe local de Grand Paris, on a un Facebook, je crois qu'on a un Twitter. On a une liste d'informations. Donc, si vous voulez être tenu au courant de ce qu'on organise comme ce soir, il suffit de laisser votre mail. Et il y a 1 ou 2 mails par mois, grand maximum, pour la liste d'informations. Voilà. Et là, il y a au moins 2 dernières questions. Une pour Réseau Salariat et une pour Réseau Salariat et la coopération. La première question, la sécurité sociale de la santé a dérivé vers le financement des industries pharmaceutiques et des cliniques privées. La sécurité sociale de l'alimentation ne risque-t-elle pas de dériver vers le financement de Carrefour et de Auchan ? La grande question, c'est qu'effectivement, depuis la fin des années 40, on a perdu globalement la main sur l'organisation de la sécurité sociale. Nous, quand on parle de reconstruire et de redévelopper les caisses économiques, c'est avec la dimension démocratique, c'est-à-dire que les travailleurs, travailleuses et usagers, usagères ont leur mot à dire sur ce qui est produit. Et on passe par le conventionnement, c'est-à-dire que ne serait conventionné que les entreprises, là je parle par exemple de la sécurité sociale de l'alimentation, notre groupe SSA, donc sécurité sociale de l'alimentation, se bat pour que le conventionnement intègre à la fois des critères écologiques, mais aussi des critères sociaux démocratiques, c'est-à-dire que les entreprises fonctionnent de manière démocratique, donc pas des entreprises capitalistes. Donc c'est une manière en fait de développer un entrepreneuriat communiste. Il y a peut-être aussi que dans l'idée d'un conventionnement d'une unité de production au sein de la sécurité sociale de l'alimentation, à partir du moment où elle est subventionnée par la caisse de la sécurité sociale de l'alimentation, elle n'alimente pas et elle ne peut plus travailler avec le circuit de la propriété lucrative comme les grandes chaînes de Carrefour, etc. Donc l'idée, c'est aussi de définir des garants pour ne pas dévoyer en fait le but premier c'est-à-dire créer un périmètre de production communiste. Au sein de Réseau Salariat, en plus des groupes locaux, ensuite on travaille, si on a envie, dans des groupes thématiques. Il y a énormément d'informations sur le site de Réseau Salariat sur la sécurité sociale de l'alimentation. Il y a vraiment des articles, l'état des lieux aujourd'hui, l'avancée du collectif qui est beaucoup plus large que Réseau Salariat, avec la Confédération paysanne, avec Ingé Sans Frontières, avec Agrista, avec etc., etc. Il se trouve que Cyprien et moi, même si on a tenu en préparation avec Sébastien à parler de cet exemple-là, parce que c'est ce qui est le plus avancé aujourd'hui comme exemple de sécurité sociale sectorielle, en tout cas de projet, on ne fait pas partie de ce groupe thématique. Donc désolé si on est un peu évasif ou pas ultra précis, mais on vous invite vraiment à aller découvrir l'état des lieux des travaux et même à rencontrer le groupe de la sécurité sociale de l'alimentation, parce que c'est passionnant et il y a beaucoup d'informations.
Alors comme il nous reste plus que quelques minutes avant de remballer le matériel, je vais vous poser les questions qui ont été posées à vos deux organisations et vous choisissez celle auxquelles vous vous sentez le plus de répondre. Okay ? Par rapport au terme économie sociale et solidaire qu'on entend beaucoup dans les médias, quel lien vous faites ou pas entre ce que vous proposez et l'économie sociale et solidaire ? Et ensuite, on a des questions qui concernent nos adversaires. En ce qui concerne la lutte à court terme, comment vous voyez la question de la défense contre la répression policière, militaire, les bourgeois ? Je veux bien répondre à la question sur la répression. J'ai déjà un peu répondu. Si on prend les luttes où on a eu les grands conquis sociaux, les trucs un peu mythiques d'il y a longtemps, les gens avaient une capacité à tenir face à l'adversité qui était aussi liée à la possibilité de mettre les enfants en sécurité à la campagne, dans la famille, avoir accès à un jardin ouvrier pour pouvoir manger même si on n'a plus de salaire, avoir un réseau très dense où en fait si on s'est blessé, si on est malade, si on est en tôle, en fait il y a du monde qui peut vous soutenir, qui peut aller s'occuper de votre famille, s'occuper de vous, enfin voilà. La provision commune, elle a un mode de fonctionnement et une finalité qui est extrêmement précise. Et pour l'instant, on n'a pas encore parlé de ces questions d'autodéfense. C'est des choses qui sont sous-jacentes dans nos discussions. Évidemment, on l'a tous à l'esprit. Ça arrive régulièrement, mais je pense qu'en tout cas, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que la façon dont la provision commune se prépare à ces questions-là, c'est en mettant en place un réseau social et un support matériel minimal. C'est petit comme réponse, hein, mais voilà, petit pas, petit pas. Tout petit complément sur la répression. Je pense que le point central là-dedans, c'est l'organisation, comme tu disais, pour faire face à cette répression. Et c'est vrai pour la grève, comme c'est vrai pour les violences physiques. Si on est peu nombreux ou si on a l'impression qu'on va être peu nombreux et peu soutenus à partir en grève, on va pas partir en grève. Pareil, on va pas partir faire face aux forces de l'ordre, que ce soit, on va dire, statiquement ou en mouvement. On va pas faire face aux forces de l'ordre si on va y aller tout seul. Hein. C'est le dilemme du prisonnier classique. T'as pas envie de perdre en pensant que personne d'autre va s'engager avec toi. Donc la réponse à cette question cruciale, c'est une autre question, c'est comment on s'organise. Comment cette question justement de mettre les enfants à l'abri, c'est très important. Ça peut être des pistes à creuser, de libérer les parents d'une certaine pression en mettant les enfants à l'abri dans des lieux plus préservés de la violence policière ou que sais-je. Et surtout, comment on s'organise pour que des gens qui sont coutumiers, par exemple des violences policières, qui sont juste un des types de violences auxquelles on fait face, nous les travailleurs et travailleuses dans notre société. Donc comment on s'organise pour jamais être isolé en fait. C'est surtout ça, à mon avis, la question. Ouais, je peux faire un mini truc sur l'ESS, comme ça on répond un peu à la question. Côté réseau salariat, l'économie sociale et solidaire, on peut considérer que c'est un autre déjà là, même si c'est pas du communisme clairement. Hein. Ce qui est intéressant dans l'ESS, ça va être peut-être un peu moins le statut des personnes que le rapport au travail capitaliste, hein, clairement, qui est un peu différent. Quand on dit que dans l'ESS, l'objectif, c'est pas que la rentabilité, c'est d'autres choses, c'est le lien, par exemple. Ça peut sembler très SOSDEM, très léger, mais en fait, c'est quand même un déjà là qui peut être exploité. Si, par exemple, d'ici 5 et 10 ans, on pouvait mettre en place une sécurité sociale de l'alimentation, je pense pas qu'on pourrait mettre des critères communistes très, très exigeants tout de suite. C'est-à-dire qu'on pourrait pas dire on conventionne que les entreprises complètement socialisées. Il faut quand même partir de l'existant. Donc l'ESS, c'est peut-être un existant intéressant à communiser, justement. C'est-à-dire qu'on pourrait dire on conventionne déjà au minimum les coopératives, c'est-à-dire au minimum les entreprises un peu démocratisées, même si elles ne sont pas sorties du capitaliste. L'ESS, ça peut être vu comme un déjà là à creuser, à communiser, mais en soi, c'est pas du tout suffisant, bien sûr. Et pour faire complètement honneur à toutes les questions, il y en a une qui est au public. Alors du coup, je vous encourage à venir nous voir après pour nous répondre. Quels éléments, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans notre communication, j'imagine, pour vous convaincre dès demain d'augmenter le déjà là communiste? Voilà, donc si vous avez des suggestions pour nos organisations, la conversation, elle est ouverte après. Alors je l'ai pas bien compris. Ah, c'est enregistré. Non, ma question, elle n'était pas comment on peut s'améliorer dans nos prises de parole. C'est juste que parfois, quand on est praticien, c'est difficile de produire en plus un discours. Nous, on a juste envie de vous dire
comment est-ce qu'on peut convertir ces gens à venir expérimenter et à augmenter les pratiques, et pas uniquement à dire aux gens qui pratiquent de produire des discours suffisamment séduisants pour vous engager dans des pratiques. Vous voyez, c'est que nous, on a un dilemme, c'est que toujours on est obligé de se dire mais qu'est-ce qui va séduire, qu'est-ce qui peut donner envie J'avais envie de renverser, vu que le public a toujours le droit de poser des questions aux intervenants, je me suis dit, bah tiens, posons une question au public, mais qu'est-ce qu'il va falloir vous dire pour que vous ayez envie d'engager vos corps et vos quotidiens dans l'augmentation du communisme déjà là. Voilà.